bonjour à tous, je m'appelle Camille et je suis astrophysicienne. Je travaille à Madrid, en Espagne, à côté de Madrid. Et aujourd'hui, je vais parler de mon métier et surtout que ma passion en fait a commencé quand j'avais votre âge à peu près, quand j'ai fait mon stage de découverte en troisième. Donc si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'interrompre, pas besoin d'attendre la fin. À n'importe quel moment, vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'astrophysique et comment, si ça vous intéresse, domaine, comment y accéder. Et donc là, je montre déjà un petit aperçu des objets avec lesquels je travaille. Et donc ça, peut-être que vous l'utilisez au quotidien ou pas, je ne sais pas. J'ai fait ça avec ChatGPT. C'est un outil qui permet voilà, de communiquer, de faire plein de choses, notamment des images aussi, d'intelligence artificielle. Voilà. Donc du coup, mon parcours, ça a commencé quand j'étais très très jeune. Je dis vers 2002, mais je me rappelle plus très bien de la date. J'étais petite. Et ma grand-mère m'a offert une première encyclopédie pour les enfants. Et je me passionne pour l'archéologie et l'astronomie. Et bon, je pense que vous avez déjà deviné que finalement, je suis allée en astronomie. Bonjour. Parce que j'avais trop peur des araignées. Donc je me suis dit que ça sera l'astronomie. Même si dans les observatoires, on trouve aussi des araignées. Mais moins fréquent que si j'étais dans une pyramide ou je ne sais où. Donc c'est pour ça que finalement, je me suis dit ça sera l'astronomie. Et du coup, en 2011, quand j'ai fait mon stage troisième de découverte d'entreprise, j'étais à Poitiers à cette époque-là, et je l'ai fait avec un animateur scientifique comme Christophe à Poitiers, et ça s'est super bien passé. Donc je suis restée une semaine là-bas, et vraiment c'est ce qui m'a fait me dire, bah voilà, que je... Donc on a fait plein de choses, on a fait des séances de planétarium, il y avait aussi des insectes, il y avait toute une partie sur les insectes. Alors bon, je ne suis pas une grande fan des insectes, mais j'ai fait ce que j'ai pu. On avait des phasmes, et on devait leur donner un donc on a fait plein de choses. Bon, j'ai rien compris à l'époque, hein. Mais voilà, maintenant c'est moi qui donne des conférences. Donc, voilà, c'est commencé, donc ça peut aussi commencer plus tard. C'est pas grave si vous savez pas ce que vous voulez faire. J'ai plein de collègues qui savaient pas du tout. Il y en a un là-bas au fond qui savait pas du tout ce qu'il voulait faire et qui a aussi milieu. Donc il n'y a pas d'âge pour commencer. Et voilà. Donc c'est là que j'ai tout commencé et c'est là que j'ai commencé à penser aux études, ce qu'il fallait faire. Et donc voilà, une petite carte de mes aventures. Donc j'ai fait un bac S, un bac scientifique. Et ensuite, je suis partie en prépa maths physique sciences de l'ingénieur. Donc tout ça, j'ai fait à Poitiers entre 2014 et 2016. Donc c'était compliqué, surtout la prépa. Bonjour. Pas de souci. Et donc c'était un parcours qui était très compliqué. La prépa, c'est pas pour tout le monde. J'étais pas la meilleure. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais c'était quand même, ça m'a aidé à me forger. Et puis c'est là qu'on m'a dit, bon bah voilà, si tu veux aller faire de l'astronomie, des grandes écoles d'ingénieurs. J'ai fait bon bah ok, on va tenter les concours. J'ai échoué. Lamentablement, je suis à passer les concours. C'était une catastrophe. Et heureusement, il y a quelque chose à l'université et qui est beaucoup plus accessible à la sortie du bac, si ça vous intéresse. Il y a plein de domaines différents. Et bon, moi je me suis dit bon bah puisque j'ai échoué en prépa, on va aller à l'université. Le rythme sera peut-être un peu moins difficile et moi. Donc j'ai quand même eu la chance que mes 2 années en prépa ont été validées. Donc j'ai pu directement aller en 3e année à l'université. Et là, le bonheur. C'était beaucoup plus simple. C'était moins... parce qu'en prépa, j'avais cours le samedi. C'était un peu l'enfer. Et à l'université, ça s'est très bien passé. Aussi, quelque chose à l'université, c'est qu'on peut choisir sa spécialité. Donc j'ai commencé en choisissant physique fondamentale, licence. Et après, j'ai fait un master d'astrophysique. Donc le bonheur. Mais c'était quand même un chemin semé d'embûches puisque je suis allée au rattrapage. Donc, on va dire parfait. Il y a eu beaucoup d'embûches sur le chemin. Il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. J'ai eu aussi mes échecs, mais je ne les appelle pas des échecs puisque je suis là aujourd'hui. Donc, c'est que ça a fonctionné d'une manière ou d'une autre. Et moi, j'étais convaincue que je voulais aller en astrophysique. On m'a dit, il faut faire une thèse. Bon, là, ça commençait à faire beaucoup. Je me suis dit, bon, bah, on va le faire parce que c'est ça que j'ai envie de faire. Et j'ai cherché une thèse en France, partout en France. J'ai été refusée, partout, absolument partout en France. Donc bah, du coup, la carte qui me restait à jouer, c'était de partir à l'étranger. Donc moi j'habitais à Toulouse à l'époque, donc j'ai commencé à tracer un cercle géographique autour de Toulouse et de chercher des thèses le plus proche possible de Toulouse. Et le plus proche possible, ça a été en Allemagne. Je ne parlais pas du tout allemand, vraiment toujours pas allemand. C'est ce que j'ai pu aussi là-bas. Et j'ai fait ma thèse, et ça s'est très bien passé.
C'est pas aussi difficile que la prépa parce que là on fait quelque chose qui nous plaît, un sujet qu'on a choisi, alors que la prépa, les matières nous sont imposées, même si on a quand même choisi une spécialité. Et le doctorat s'est très très bien passé, j'ai eu une très très bonne équipe, j'ai découvert l'Allemagne, j'ai découvert ce que c'était que vivre à l'étranger. Super expérience, et même si on ne parle pas la langue, on arrive quand même à vivre dans la société, je n'étais pas totalement perdue. Et j'ai passé de très très bons moments là-bas. Et à la fin de mon doctorat, je me suis dit, bon, bah, j'aimerais rentrer en France quand même, parce que bon, maison, j'ai pas trouvé de suite à mon doctorat en France. Donc la suite d'un doctorat, ça s'appelle un post-doctorat, donc c'est pas très compliqué au niveau du nom. Et j'ai trouvé quelque chose à Madrid. C'est pour ça qu'actuellement je suis en Espagne. Et comme vous pouvez le voir, mon contrat, donc dans le domaine de la recherche, c'est classique. C'est classique d'avoir des contrats. Une thèse, c'est 3 ans à peu près. Bon, moi, j'ai eu une petite extension, c'était un peu plus de 3 ans. Mon post-doctorat, c'est 3 ans aussi. Donc, c'est que ce soit ça, 2-3 ans. On doit toujours trouver un contrat jusqu'à temps de trouver le Graal, de trouver un poste permanent. C'est une chose qui est très, très difficile, mais il faut s'accrocher. Et en fait, au fur et à mesure des années, c'est comme ça qu'on perd des gens dans la recherche. Parce qu'au bout d'un moment, on en a marre de chercher pas que de l'astrophysique, mais aussi un emploi. Donc, voilà, donc j'ai tenté des concours pour avoir un contrat permanent, j'ai échoué 2 fois, donc je continue quand même, je suis très perspicace, donc je vais continuer, c'est pas grave. Mais voilà, si on me pose la question qu'est-ce que je fais l'année prochaine, je ne sais pas, je ne sais même pas où je serai, j'en sais rien, aucune idée, donc ça sert à rien de me poser la question. Et quels seront mes prochains échecs, je ne sais pas non plus, mais il risque d'y en avoir d'autres. En université aussi, certains aux États-Unis, certains en Autriche, en Allemagne aussi, en Italie, un peu partout. Si on aime ça, et si on n'a pas... Pour moi, ça a été un peu difficile. Mais bon, je suis contente. Et Madrid, finalement, c'est pas très loin d'ici, donc de temps en temps. Donc voilà, ça c'est mon parcours. Merci. Ok. Tu m'entends là? Ouais, tu m'entends là? Super. Si vous avez des questions, soit vous levez la main très très haut que je la vois, soit vous m'appelez parce que sinon je vais pas le voir ou je vais pas l'entendre, je sais pas. Et donc là, je vous fais un petit diagramme, peut-être que vous avez déjà vu, je ne sais pas, des études qui sont possibles après le lycée, si vous souhaitez poursuivre dans des études supérieures. Donc moi, le parcours que j'ai fait, c'est ici, CPGE, donc c'est les prépas après le lycée. Donc là, on a le lycée, je ne sais pas si tout le monde peut voir du fond là-bas. Donc là, on a le lycée. Et donc c'est après le collège, et après du coup vous faites le bac, et après vous pouvez aller en prépa, vous pouvez faire plein d'autres choses, vous pouvez aller directement dans des grandes écoles qui ont directement des parcours intégrés. Donc moi j'ai décidé d'aller en prépa parce que je me suis dit j'aimerais tenter d'avoir une grande école pour aller après faire ce que je voulais dans l'astronomie. C'est ici que j'ai échoué, mais heureusement j'ai pu faire ma passerelle ici et continuer à l'université. Donc là ce qui est en vert c'est l'université, le parcours classique, licence, master, doctorat. Donc si vous avez envie d'éviter la case prépa, je peux le recommander. C'est pas forcément simple la prépa, vous pouvez directement aller en licence, master et doctorat. Voilà. Puis là il y a les études de médecine, qui sont beaucoup plus longues, même si déjà le doctorat c'est bac plus 8, hein, donc c'est pas non plus un parcours de santé. Une bonne chose à savoir, c'est que normalement en doctorat vous avez déjà un salaire, donc c'est jusqu'à la fin du master vous êtes étudiant. Mais après, en doctorat, voilà, vous avez votre propre salaire, vous ne dépendez plus, en théorie, de vos parents. Donc voilà, ça donne quand même une indépendance. Quand j'étais en doctorat, je n'avais pas vraiment la sensation d'être en études. J'avais vraiment la sensation de travailler déjà. Donc voilà, pour tous les autres parcours, je ne suis pas une experte du reste, mais en tout cas du mien. Et donc aujourd'hui, pourquoi je me suis retrouvée à Madrid? Parce que j'ai trouvé un contrat à l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Là, vous avez le logo ici. Donc si vous ne connaissez pas l'ESA, en fait, c'est la NASA, mais version européenne, tout simplement. Donc c'est né de l'association de plusieurs pays, principalement des pays européens, même s'il y a le Canada aussi qui est en partenariat avec nous. Et donc voilà, c'est là où je travaille. Et en fait, il faut savoir que l'ESA, c'est surtout un organisme qui finance tous les projets qu'on fait dans le spatial en Europe. Donc par exemple, ils construisent des satellites, lancent des fusées, envoient des sondes pour étudier des planètes, et aussi c'est là où on a les astronautes français. Donc peut-être vous avez entendu parler de Thomas Pesquet et Sophie Adenau, ben voilà, on travaille au même endroit.
Je les ai pas vus, mais on travaille en théorie au même endroit. Donc eux, ils sont plutôt en Allemagne. On a une antenne aussi en Allemagne. Moi, je travaille en Espagne. Il y a aussi d'autres antennes aux Pays-Bas. Il y a plein d'autres antennes de l'ESA. Malheureusement pas en France. La seule antenne de l'ESA en France, c'est à Paris. Et c'est les quartiers généraux, donc c'est plutôt ce qui est administratif. Donc c'est pas vraiment là où on fait de la science pure, on va dire. Voilà. Donc là, je vais vous poser quelques questions. Bon, s'il n'y a pas de réponse, je montrerai directement la réponse. Mais à votre avis, en quoi consiste le métier de chercheur, chercheuse? Oui, très bien. Ouais, c'est ça, exactement. Ça paraît bête, mais le principe de notre métier, c'est d'essayer de trouver des choses. On ne trouve pas forcément, on cherche beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres idées sur ce que c'est le métier de chercheur, ou comment on fait, ou quels sont peut-être les domaines de recherche qui peut-être... je vois peut-être une main levée là-bas au fond. Il ne faut pas hésiter, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Ouais, exactement. Ouais, on se pose beaucoup de questions parce que justement, c'est un métier qui n'a pas vraiment de réponse. C'est pas un métier où quelqu'un nous dit tu dois faire ci, ça, ça. Si quelqu'un nous a engagés, c'est quelqu'un qui nous dit ok, tu as plein d'idées, eh ben, tu vas continuer à utiliser tes idées, essayer de chercher et me trouver des réponses sur des grandes questions qu'on se pose. Par exemple, il y a plein d'autres domaines, la biologie, la médecine. Bon, moi en astrophysique, c'est plutôt les questions qui concernent l'univers, évidemment, d'où on vient, de quoi nous sommes faits, est-ce qu'il y a d'autres présences de vie ailleurs. Voilà, ça c'est des questions, j'ai pas de réponse, voilà. Mais je cherche évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres idées sur le métier de chercheur? Oui. Exactement, ouais, ouais. On découvre tous les jours, je ne sais pas si vous suivez un peu de temps en temps les nouvelles dans les journaux ou sur les réseaux sociaux, mais oui, tous les jours on découvre des choses, notamment en médecine, avec tout ce qui s'est passé récemment, bon récemment, plus ou moins récemment avec le Covid, mais avec plein d'autres maladies. Donc on découvre plein de choses, et dans ce domaine de l'astrophysique, presque tous les jours on découvre quelque chose, des exoplanètes, donc des planètes où potentiellement il pourrait y avoir de la vie ailleurs. Je vais enlever ça. Et voilà, bon bah très bien, c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça on l'a déjà couvert un petit peu, donc chercher et espérer trouver. Donc ça c'est pas toujours le cas. Donc on explore des questions fondamentales, des problèmes dans tous les différents domaines. Donc là je parle du métier en général, pas forcément en astrophysique. Donc là je vous ai mis une petite une image de la couverture de ma thèse que j'ai faite en 2023. Bon le titre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, on avait une grande question sur mon domaine de recherche et j'ai essayé de mon mieux pendant mes 3 ans de thèse, d'essayer d'y répondre, et je considère que j'ai quand même apporté ma pierre à l'édifice. J'ai réussi à publier des articles dans des journaux, j'ai été invitée dans des conférences pour en parler un petit peu, donc voilà, c'est l'idée en fait de trouver, puis aussi de le communiquer. On collabore aussi beaucoup, donc ça on n'a peut-être pas trop parlé, mais c'est un travail d'équipe, la recherche, même si on s'imagine le chercheur, en tout cas c'est moi comme ça que je l'imaginais, dans son labo, à pas trop parler avec les autres. Bon, j'ai mes jours comme ça aussi, hein. Des fois j'éteins la lumière, comme ça les gens pensent même pas que je suis au travail, donc il y a aussi des jours sans, mais la plupart du temps on travaille en équipe, et avec plein de chercheurs du monde entier notamment. Donc maintenant en plus on peut le faire en ligne, donc on n'est pas obligé de toujours se déplacer, et des universitaires et des spécialistes du monde entier. Donc là j'ai mis une petite photo d'une conférence que j'ai faite en Espagne récemment, voilà, avec notre équipe, avec des gens qui viennent littéralement de partout. Donc ça c'est l'idée aussi, il faut savoir travailler en équipe, c'est important. Donc publier, ça je l'ai dit, communiquer les résultats de notre recherche à travers soit des journaux, des publications académiques, ou des choses voilà, plus grand public, parce que je fais aujourd'hui, pour moi ça en fait partie. Parler de mon métier, ça fait partie des choses aussi de ce que je fais au quotidien, pour le faire connaître, parce que c'est pas forcément très connu. Et aussi d'utiliser tous les médias disponibles. Donc là, voilà, bon, j'ai mis ma tête en gros plan. J'étais sur une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Zebrolos, je ne sais pas si vous connaissez, et il fait voilà, des vidéos YouTube en astronomie. Et voilà, il est venu à l'Agence spatiale européenne, et du coup, voilà, on a pu parler un petit peu des trous noirs. Donc là, c'était une vidéo sur les trous noirs, elle est super intéressante, pas que parce que j'y suis, mais aussi parce que voilà, c'était un sujet qui parle, et c'est en français, donc voilà, il n'y a pas de souci. Il y avait aussi 2 de mes collègues qui parlent anglais, mais la voix a été mise en français par-dessus. Et c'était super intéressant, et c'était très accessible. Oui, oui, oui. Ouais, exactement. C'est vrai que ça, il faut le mentionner, c'est hyper important. La langue de la recherche.
dans le monde entier, c'est l'anglais. Donc voilà, bon, moi j'étais pas forcément brillante en anglais, mais ça s'apprend déjà dès les études, parce que même à Toulouse, même si j'ai fait mes études à Toulouse, mon master était totalement en anglais. Donc moi j'arrive en master et puis je vois que même mes cours, tout était en anglais, donc j'étais pas forcément préparée à ça, mais ça va vite, ça... Puis même des fois les mots de vocabulaire sont beaucoup plus faciles à utiliser en anglais qu'en français, parce qu'en français on a tendance à avoir des mots à rallonge, de, là, blablabla. Des fois c'est juste plus simple en anglais et ça parle beaucoup plus. Et évidemment si vous voulez parler avec tout le monde, il faut parler en anglais. Bon, mon anglais n'est toujours pas parfait, surtout qu'on est beaucoup d'internationaux. Au final, il n'y a pas beaucoup de gens dont l'anglais est la langue native, donc on parle tous un peu un anglais un peu bancal et approximatif, mais on se comprend et c'est le plus important. Bonjour. Ah ok, pas de souci. Donc voilà, l'anglais c'est hyper important, mais ça s'apprend. Voilà, il y a pas, si vous êtes nul en anglais, mais vous voulez quand même faire ça, c'est possible. Voilà, il n'y a pas à s'inquiéter. Je parle aussi un petit peu espagnol juste parce que je vis en Espagne. Hein, voilà, ça c'est pour pouvoir faire mes courses, le quotidien. En Allemagne, je parlais 3 mots d'allemand, c'était juste pour dire pareil pour faire mes courses, mais la langue c'est l'anglais. Donc si vous voulez communiquer aussi dans des journaux académiques, il faut le faire en anglais. Voilà. Mais cette vidéo-là, je l'avais faite en français. Et un truc auquel on ne peut pas échapper, ou c'est assez difficile d'échapper, on va dire, c'est l'enseignement. Se retrouver de l'autre côté et enseigner et diffuser nos connaissances à l'université. C'est un petit peu un contrat qu'on a avec l'université, en mode, bon, ok, on t'engage pour faire ta recherche, mais en retour, tu nous donnes quand même des heures d'enseignement parce qu'on a besoin de gens qualifiés pour enseigner à l'université. Parce que bon, voilà, des masters d'astrophysique, donc là, je parle celui de Toulouse. Il y en a aussi à Grenoble et Paris. Il y a quelques villes en France qui ont des masters d'astrophysique. Et voilà, un astrophysicien, ça ne se trouve pas partout. Donc en général, quand il y a un chercheur qui est affilié à une université, on l'envoie pour faire de l'enseignement. Et c'est super intéressant aussi. Hein. Et c'est aussi difficile parce que voilà, le niveau est assez élevé. Et des fois, pour nous, ça fait longtemps qu'on n'est plus allé à l'université. Bon, moi, ça va encore, mais de temps en temps, ça fait du bien, rafraîchir un petit peu. Puis bon, tout simplement, hein, être chercheur, c'est aussi travailler dans ces conditions, surtout quand on fait de la recherche en astrophysique comme moi. Donc là, sur l'image de gauche, en plein été, c'est là où je travaille. Donc on peut voir la paille, parce qu'à Madrid, il fait très très chaud, il fait plus de 40 degrés pendant 3 mois, on va dire, au moins. Même si l'été, on va dire, commence dès le mois de mai et se finit à la fin du mois de septembre, il fait très 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 chaud. Mais c'est super sympa parce que c'est un coin un peu désertique, parce qu'on ne doit pas avoir trop d'interférences d'autres bâtiments qui sont autour de nous, donc on est un peu isolé, c'est normal. Donc je ne suis pas dans Madrid, je suis à Villanueva de la Cañada, mais bon, on va dire Madrid, ça sera plus simple. Et donc c'est là où je travaille. Ici j'ai mis une petite photo d'une de mes nuits d'observation quand j'étais en Allemagne, donc voilà, ça c'est l'idée, en pleine nuit, il fait moins je sais pas combien, parce qu'en Allemagne il faisait pas très chaud, au contraire de là où je travaille maintenant. Et voilà, il faut prendre sur soi, mais c'est super, ce qu'on voit c'est génial. Et j'ai eu la chance au mois de novembre dernier d'être envoyée par l'ESA, par mon employeur en vacances, à Kourou, où j'ai pu voir voilà, les sites de lancement des fusées. Donc c'est quand même sympa d'être chercheur aussi pour ces raisons-là. Il ne faut pas l'oublier, c'est aussi un métier de passion. Mais comme je l'ai mentionné un petit peu avant, c'est pas un métier fait pour tout le monde parce que c'est très 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 instable pour plein de raisons, parce qu'il faut être flexible géographiquement. Comme vous avez vu, voilà, j'étais en France, mais j'ai dû bouger. Et encore, moi, je m'en sors pas trop mal. Je reste dans l'ouest de l'Europe. Je suis pas allée trop loin, donc j'ai jamais été trop loin de ma famille. Il y a très peu de postes, donc là on voit pas très bien, mais en gros ici c'était juste un mail que j'ai reçu lorsque j'ai été rejetée pour la 2e fois au concours, pour dire qu'à ce moment-là ils ont ouvert 5 postes dans toute la France. Donc on était 200 à postuler, et évidemment bon, je ne l'ai pas eu parce qu'il n'y a que 5 postes qui sont ouverts, et ça c'était une bonne année. Donc il faut être prêt à tenter plusieurs fois. Il y a un concours par an et il y a très peu d'élus, donc j'essaye, mais pas éternellement, au bout d'un moment j'en aurai marre je pense. Et aussi, peut-être que vous avez suivi un petit peu les news géopolitiques, c'est un métier qui est menacé par des conflits. Par exemple aux États-Unis, le budget de la NASA va être coupé en 2. Donc ça veut dire beaucoup moins de chercheurs, ça veut dire beaucoup moins de missions spatiales, parce que la recherche, c'est pas leur priorité, on va dire. Donc ça, il faut aussi être prêt à ça. Ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs américains qui essayent de venir en Europe. Ce qui fait encore moins de place pour nous. Donc voilà, faut être prêt à ça. Dans plein de domaines, hein, c'est le même cas. Hein, c'est pas que en astrophysique. Et donc maintenant, le métier de chercheur en astrophysique, puisque c'est ce que je fais, pour parler un petit peu de l'origine du mot, donc ça vient du grec aster, étoile, astre, et physis, qui est la physique, science de la nature.
Donc qu'est-ce qu'on fait en astrophysique? On étudie les propriétés des objets de l'univers, ça peut être tout et n'importe quoi, les étoiles, les planètes, les galaxies, le milieu interstellaire, plein de choses. Et c'est une branche de l'astronomie, donc vous allez souvent entendre parler de l'astrophysique et de l'astronomie. L'astrophysique, c'est une branche de l'astronomie. L'astronomie, c'est simplement l'observation du ciel. Et les objets étudiés sont très loin. Donc, je vais essayer de vous donner un ordre de grandeur du très loin dont je parle. Et ça marche pas très bien. Fort lointain à l'âme, il est comme son nom l'indique. Fort lointain. Voilà, donc ça c'est je ne sais pas si vous avez vu le film Shrek, c'est juste pour dire que des fois on nous demande à quel point nos objets qu'on étudie sont loin. Je ne pourrais pas dire mieux que ça en fait, c'est fort lointain, très loin. Donc on va commencer à parler, on va parler de quelques ordres de grandeur. Donc ici on a 10 cm, vous avez l'échelle ici, 1 mètre, et en fait là on va dézoomer. Donc là on est sur une personne qui était dans les locaux de Google je crois, et là on zoome en arrière. Donc là on est à 100 mètres, donc ça va être un petit peu long, et puis on va continuer de dézoomer. Moi je vais vous montrer un peu les échelles sur lesquelles je travaille. Donc là on est beaucoup trop proche encore pour moi. Donc là on va attendre un petit peu. Donc là on est à 1000 km à peu près, donc là on voit la Terre. Et là petit à petit, voilà, on va voir la Terre et la Lune. Puis la Terre, où elle est placée dans le système solaire. Donc, je vais un petit peu vite, vous voyez d'ailleurs, par rapport à l'échelle. Donc là, hop, on voit le système solaire ici. Donc il y a le Soleil au milieu et puis hop, on dézoome. Et là, quelques sondes qu'on a envoyées. Voilà, il faut continuer de dézoomer encore un petit peu. On n'y est toujours pas. Donc pour moi, tout ça, c'est un peu trop proche déjà. Ok. Voilà, les étoiles les plus proches de nous. Et enfin, on commence à la voir un petit peu là. Voilà, ça c'est notre galaxie, c'est notre maison, c'est la Voie lactée. Donc je ne sais pas si, voilà, pareil, ça vous parle. Donc là on est dans la Voie lactée, et là tout ça ce sont d'autres galaxies qui sont autour de nous. Donc là on a la galaxie d'Andromède qui est la plus proche de nous. Et là, bon là pour le coup c'est trop loin même pour moi, j'étudie pas du tout toutes ces choses-là. Donc ça c'est le fond diffus cosmologique. Et donc voilà, là on est à 10 milliards d'années-lumière. Donc ça veut dire que si on pouvait voyager à la vitesse de la lumière, il nous faudrait 10 milliards d'années pour atterrir ici. Même pour moi, c'est un peu trop loin. En gros, moi, mon échelle, c'est des objets que j'étudie, c'est à l'échelle de notre Voie lactée, donc de notre galaxie. Donc j'espère que ça vous donne une petite idée maintenant des échelles dont on parle. Voilà, on est sur du très loin, du fort lointain, comme le disait Shrek. Et maintenant, j'ai une petite question pour vous. Pareil, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Où est-ce que vous pensez que nous sommes allés le plus loin ? Quand je veux dire nous, c'est pas forcément un astronaute. Bon, je donne un peu un bout de la réponse, mais on peut parler si vous voulez en termes d'astronaute. Mais là, on parle plutôt en termes d'objets construits par l'humain. Donc peut-être une sonde. Est-ce que vous savez jusqu'où on est allé le plus loin jusqu'à présent? Si vous avez une idée. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais bon, si vous n'osez pas le dire, il n'y a pas de... Oui, là-bas d'abord. Ouais. Très bien. Tu avais peut-être une idée aussi? Ouais, alors c'est un petit peu trop loin, mais c'est bien, on est sur les bonnes échelles. Donc c'est exactement ça, donc là je vais vous donner la réponse. Donc la sonde qu'on a envoyée le plus loin, c'est Voyager 1, elle a été envoyée en 1977, donc il y a un sacré bout de temps quand même. Donc là il y a le Soleil, ici, donc ça c'est notre système solaire. Donc là on a Mercure, Vénus, la Terre, donc nous on est là, vous voyez on est très proche du Soleil. Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, qui ne fait plus partie du système solaire, mais on la considère quand même dans ce genre de schéma. Et ensuite, ici, on a un premier, on ne voit pas super bien, mais on a une première limite qui s'appelle le choc de terminaison, je crois, c'est ça? Termination shock, ouais, bon, on s'en fiche. Et ici, on a l'héliopause, et ici, on a barochoc. Donc c'est pareil, c'est une autre limite. En gros, ces limites-là représentent l'influence du Soleil. Donc là, on a toutes les planètes dont j'ai parlé avant, et toutes ces bulles ici qu'on voit, c'est l'influence qu'a le Soleil dans sa région, on va dire. Donc c'est-à-dire tout objet qui s'approche un peu trop près risque de rentrer dans l'influence du Soleil. Et nous, ici, on a Voyager 1 qui est sorti, on va dire, du système solaire et qui se rapproche de la fin de l'influence du Soleil dans sa zone. Donc on est ici, voilà. Donc ça veut dire qu'après, depuis 1977, le plus loin où on est allé, finalement, c'est juste à la fin de chez nous, en fait.
Et là, vous voyez, il y a plein d'autres plein d'autres zones, et il y a encore du chemin, en fait, si on veut sortir de tout ça. Donc, ça prend beaucoup de temps. Donc, si vous voulez avoir une idée un peu plus humaine de ce que ça représente, si on considère que toute la Terre, c'était un grain de sable qui était ici sur la table, ça voudrait dire que voyageur 1 serait tout simplement à 2 km de là où on est. C'est-à-dire que depuis 1977, si on veut ramener cette distance à des choses qu'on comprend un peu plus, voyageur 1 a fait que 2 km depuis là où on est. Pourquoi ? Parce que voyageur 1 ne voyage pas à la vitesse de la lumière, donc il ne peut pas aller très très loin, ça prend beaucoup de temps, et au final, on n'a fait que 2 km depuis qu'on est parti, si on nous prenait comme un grain de sable en prenant la Terre. Donc c'est-à-dire pas très loin. Et si vous vous dites, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autres choses à visiter, si on arrivait à aller plus loin que notre système solaire, là, on pourrait aller dans un autre système solaire, comme tu l'as dit, et l'étoile la plus proche de nous, en équivalent, elle serait au Groenland. Donc c'est-à-dire, après 40 ans environ, un peu plus de 40 ans, voyageur 1 n'est allé qu'à 2 km de nous, donc le temps que ça aille jusqu'au Groenland, ça va prendre beaucoup de temps. Donc on est très loin d'être même proche de la prochaine étoile. Donc voilà, à échelle humaine, c'est très très difficile en fait de voyager plus loin que chez nous. C'est impossible tant qu'on ne trouve pas des méthodes de voyager à la vitesse de la lumière, ce qui paraît très compliqué à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, ça donne une petite idée. Et alors, à votre avis, ok, très bien. Donc ça, c'est ce qu'on a réussi à faire. Oui, il y a une question ? Ah oui, réponse à ça, très bien. J'arrive dessus tout de suite. Donc voilà, je fais que parler d'objets très lointains, je fais que dire que la sonde qui allait le plus loin est à peine sortie de notre système solaire, mais comment on fait pour observer d'autres galaxies ? Comment est-ce qu'on fait pour observer d'autres objets qui sont même plus loin que ça ? La vidéo que je vous ai montrée en dézoomant, c'est une simulation, mais on l'a quand même observée. Donc à votre avis, comment on fait ? Ouais, exactement. Donc là, pareil, petit spoiler, on utilise exactement des télescopes. Donc là, on voit Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Je ne sais pas si vous avez les mêmes références que moi. Mais voilà, donc on utilise évidemment des télescopes. Et avec les télescopes, qu'est-ce que tu observes de ces objets ? Quelle est l'information que tu obtiens de ces objets ? Ouais, exactement. Et la couleur, elle se traduit... difficile sans donner la réponse. Mais la couleur, en fait, c'est... Voilà, je vais la donner la réponse... Ouais, exactement. La couleur, c'est la lumière, en fait, tout simplement, qui est émise par ces objets. Et la lumière qui est émise de partout, voilà, de cet écran qu'on peut voir ici, ça a une certaine couleur. Exactement. Donc l'information qu'on a de ces objets, c'est leur lumière. Et c'est une des seules, alors je dis bien une des seules informations, parce que maintenant, on connaît aussi d'autres méthodes. On connaît aussi les ondes gravitationnelles, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, là, ça commence à devenir un petit peu obscur. Mais on va dire que voilà, le classique, c'est tout simplement la lumière que nous envoient ces objets. Et la lumière, c'est quoi ? C'est un signal qui se déplace, c'est une propagation. Et donc là, vous pouvez le voir ici avec quelques images d'exemple. Ici, on lance un caillou sur l'eau et vous voyez, ça fait des petites vaguelettes. Ici, on secoue une corde et ça fait aussi des vagues. Et c'est ça, en fait, un signal. C'est un signal qui se déplace, c'est une propagation de l'information. Et c'est ça qu'on observe, c'est juste qu'à la lumière, ça se traduit d'une autre manière. Oui, voilà, donc avec les vagues, l'idée avec les vagues. Et justement, la question, c'est... Est-ce que les vagues que vous observez à l'océan sont les mêmes partout et tout le temps ? Oui, exactement. De toute façon, là, il n'y avait pas... C'était oui ou non la réponse, donc très bien. Exactement, ce ne sont pas les mêmes. Et c'est le cas aussi pour la lumière, puisque la lumière, elle est traduite sous forme de ce qu'on appelle d'une... Alors ici, voilà, vous avez l'amplitude du signal, et ici, vous avez la longueur d'onde du signal. Donc c'est-à-dire, quelle est la distance entre deux vagues, et quelles sont leurs amplitudes, leurs hauteurs. Et la lumière, c'est la même chose, c'est juste on ne va pas voir cette onde, mais c'est comme ça qu'elle se propage. C'est l'information qu'on en a. Donc par exemple, pour les vagues que vous voyez dans l'océan, vous voyez bien, voilà comme on voit sur l'image, on voit bien la propagation, parce qu'il y a de l'espace entre chaque vague, plusieurs mètres. Mais par contre, pour la lumière, l'espace entre plusieurs vagues est de l'ordre du nanomètre, c'est-à-dire 1/100 de cheveu, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est tellement petit qu'à l'œil nu, on ne le voit pas. Très bien. Mais par contre, ce que nous, on voit, ce sont les couleurs. Donc là, par exemple, ici, ça s'appelle un disque de Newton. Donc ce que vous voyez quand vous décomposez la lumière, les arcs-en-ciel, c'est ce qu'on voit ici, c'est la décomposition de la lumière. Donc ça va du violet au rouge. Et nous, ce qu'on voit avec nos yeux, c'est à peu près de 400 à 800 nanomètres. Et là, le disque de Newton, si vous le faites... il ne veut plus tourner, très bien. Si vous le faites tourner vite, en fait, on voit du blanc. Parce que c'est la composition de toutes les lumières, c'est une sorte de décomposition de la lumière, comme si on faisait avec un prisme et la lumière qui la décompose.
Donc voilà, ça c'est ce qu'on voit avec nos yeux, parce que nous, en tant qu'humains, nos yeux voient dans le visible. Donc on voit du violet au rouge. Mais il se trouve que le spectre électromagnétique, c'est-à-dire toute la couleur de la lumière, ça, nous, ici, c'est ce qu'on voit, mais toute la lumière, elle va jusque-là et jusque-là. Et il y a plein de choses qu'on ne voit pas de nos yeux, parce qu'on est des humains, mais il y a certains animaux qui voient dans d'autres longueurs d'onde, c'est ce qu'on appelle... c'est la longueur d'onde, l'espace entre chaque vague. Et là, vous avez plusieurs exemples. Donc ici, on a les ondes radio, on a les micro-ondes, l'infrarouge, l'ultraviolet, les rayons X et les rayons gamma. Donc les rayons gamma, c'est tout ce qui est radioactivité. Les rayons X, si vous faites un scanner de vos poumons, de votre squelette ou peu importe, ce sont des rayons X qu'on vous envoie. Donc vous ne les voyez pas. Mais grâce à ça, on peut faire des radios. Les ultraviolets, ça c'est très important, notamment l'été, si vous allez à la plage ou quoi. Pareil, vous ne le voyez pas avec vos yeux, mais si vous restez sur la plage à cramer en plein soleil, votre corps va le sentir. Vous aussi. Les infrarouges, là on a une image d'une télécommande, voilà, quand vous changez la chaîne sur la télé. Les infrarouges, c'est aussi pour voir la chaleur des corps. Donc par exemple, quand on est dans le noir, on peut utiliser la police ou je ne sais pas trop quoi, qui utilise des lunettes spéciales où on peut voir les corps qui irradient. Donc on voit la chaleur des corps qui se déplacent. Les micro-ondes, quand vous utilisez votre micro-ondes, tout simplement. Et les ondes radio, en utilisant la radio. Donc tout ça, on ne le voit pas, mais c'est une information aussi de la lumière. Et il se trouve que tous les objets astrophysiques qu'on étudie et qu'on observe, ils peuvent émettre dans toute cette gamme de longueurs d'onde. Donc certains seront visibles, c'est pour ça qu'on peut les voir à l'œil nu, mais d'autres seront dans des longueurs d'onde qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc il y a des objets, quand vous regardez dans le ciel, vous n'allez pas les voir. Et moi, je travaille notamment dans les rayons X. Donc mes objets, la plupart du temps, quand je les observe, je ne les vois pas. Il faut que j'utilise des instruments spéciaux qui puissent observer en rayons X pour pouvoir les voir. Donc par exemple les trous noirs, comme le dit le nom, c'est un trou qui est noir et vous n'allez pas pouvoir le voir avec vos yeux, mais vous allez pouvoir le voir avec des instruments qui détectent en rayons X, parce qu'un corps chaud comme ça, comme un trou noir, va émettre en rayons X. Ok, très bien. Alors, est-ce que vous avez quelques idées? Alors là pareil, c'est peut-être un petit peu compliqué, donc il n'y a pas de souci si personne n'a d'idée ou de réponse. Mais est-ce que vous avez une idée de quels objets astrophysiques, c'est bien, tu as plein de réponses, de quels objets astrophysiques on peut voir en rayons X? Exactement, donc j'ai déjà spoilé la réponse, c'est très bien, tu m'écoutes, donc c'est parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres idées? Oui? Les galaxies, très bien. D'autres idées? Ouais? Oui. Tu dirais quoi toi? Oui, ouais, certaines planètes gazeuses, j'imagine. Je pense aussi, oui. Oui? Oui, très bien. Tout ce qui est chaud, qui émite un peu de chaleur, exactement, va se voir. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, beaucoup de choses finalement. Presque tout. Même le Soleil a aussi une signature en rayon X, même notre propre Soleil. Donc en fait, absolument tout, presque, tout ce qui est un peu chaud, va pouvoir émettre en rayon X. Et alors ici, je vais vous parler que des objets qui m'intéressent, parce que c'est des objets de ma recherche. Donc on parle ici des trous noirs. Donc ici, on a une illustration d'un trou noir qui a été faite en 1978 par un chercheur. Ici en 2016, qui est une simulation faite à l'ordinateur. Et là, on est en 2019 avec une vraie observation de trous noirs. Et donc ça a été, je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans les nouvelles, mais en tout cas pour moi en astrophysique, ça a été un événement très important, parce que c'était quelque chose qui avait été prévu depuis tellement longtemps, et qui a été simulé récemment depuis une dizaine d'années avec des ordinateurs, et enfin on a obtenu une image. Alors peut-être que quand on voit ça comme ça, c'est peut-être un petit peu décevant, mais c'est incroyable en fait d'avoir pu obtenir ça. Donc en fait là, qu'est-ce qu'on a sur cette image ici? On a le trou noir, donc ici on le voit ici, et en fait tout ce qui est autour, c'est de la matière qui va être ce qu'on dit accrétée ou engloutie par le trou noir, parce que ça va arriver un peu comme dans un siphon, ça va arriver, ça va tourner, ça va chauffer, et le fait que ça chauffe, c'est ça qui va émettre en rayon X. Donc moi, ce que je vois en rayon X, c'est pas ça, parce que c'est noir, il n'y a rien, il ne se passe rien, mais par contre, toute la matière qui tourne autour et qui chauffe, ça, on va le voir en rayon X. Et voilà, et quelques propriétés sur les trous noirs qu'on a ici. C'est comme si vous mettiez le Soleil dans le centre-ville de Toulouse. C'est quelque chose qui est extrêmement massif, extrêmement compact. Ici, je ne vais pas citer tous les zéros, mais on est à 2 × 10 puissance 30 kg, donc 2 et 30 zéros derrière. C'est énorme. C'est des choses qui sont extrêmement massives. Ça, c'est pour le Soleil. Un trou noir peut faire la masse du Soleil ou beaucoup plus de fois la masse du Soleil. Donc, c'est des choses, des ordres de grandeur qui sont énormes.
Et en général, ils se trouvent au centre des galaxies. Bon, ils peuvent se trouver un petit peu partout, mais par exemple, nous, on en a un au centre de notre galaxie, et qui régit un petit peu, qui fait une sorte de siphon géant. C'est pour ça que notre galaxie est en spirale, c'est parce qu'au milieu, on a un énorme trou noir. Donc voilà. Et tout ce qui se passe au-delà de l'horizon des événements est englouti. Donc l'horizon des événements, on va dire que c'est à peu près la limite d'influence du trou noir. Donc c'est-à-dire si vous passez cette limite, vous allez vous faire engloutir. Si vous restez en dehors, vous pouvez rester en orbite autour du trou noir pendant très longtemps. C'est ce qui se passe. Il y a plein d'objets qui sont en orbite autour d'un trou noir et ça se passe très très bien pour eux. Et si vous approchez d'un peu trop près, vous finissez dans le trou noir. Et j'imagine sûrement, certaines personnes se posent la question, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je ne saurais pas vous répondre, personne ne sait. Alors, il y a plein de théories évidemment, il y a justement la vidéo dont je vous ai parlé un petit peu avant de Zebrolos, il en parle un petit peu, il dit quelles sont les différentes théories, mais personne n'a de réponse finale, on va dire. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe dedans, puisque c'est très difficile, vu qu'ils sont très loin, d'y envoyer une sonde, parce que ça serait la solution de pouvoir envoyer une sonde là-dedans, mais comme je vous ai dit, le plus loin où on est allé, c'est à peine en dehors de notre système solaire, donc avant d'aller au trou noir le plus proche, on a le temps. Donc on ne sait pas trop. Et comme on n'a pas d'informations, puisqu'il n'y a rien qui émet de la chaleur ou de la lumière dans les trous noirs, comme notre seule information c'est la lumière, ça devient très difficile en fait de pouvoir obtenir des informations de ces objets-là. Donc je n'en sais pas plus. Mais justement, une partie de ma recherche, c'est... Alors je ne vais pas dire qu'à la fin de ma carrière, je vais réussir à répondre à cette question, mais je vais essayer d'y apporter des éléments de réponse. C'est le but d'un chercheur. Un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est les étoiles à neutrons. Donc ça, on n'en a pas trop parlé. Les étoiles à neutrons, ce sont des objets, des étoiles, comme le dit le nom, qui sont brillantes et qui sont en rotation très rapide. Et on appelle ça des pulsars. Donc là, vous voyez une simulation d'une étoile à neutrons qui tourne. Et en fait, c'est des objets qui sont extrêmement énergétiques et extrêmement puissants. Et ici, on voit la radiation. Donc c'est principalement des rayons X et des rayons gamma qui sont émis ici. Et si jamais ils passent notre ligne de vue, ça va faire comme un phare. En fait, on va voir un rayon, hop, et on va voir un signal à chaque fois qui va se répéter. Donc là, on ne voit pas super bien, mais c'est exactement ce que Jocelyn Bell a observé quand elle faisait sa thèse. Et elle a vu des petits signaux, un petit peu comme des battements de cœur, qui apparaissaient sur ses observations. Et au début, quand elle a vu ça, elle s'est dit c'est un petit peu bizarre. J'ai jamais vu ce genre de signal. Et elle ne savait pas du tout ce que c'était. Et à l'époque, au tout début, sa première idée, elle pensait que c'était un signe qui venait des extraterrestres. Donc au tout début, son premier signal, elle l'a appelé Little Green Man, qui veut dire petit homme vert. Donc ça, c'était le nom qu'elle a donné au premier signal qu'elle a observé. Maintenant, elle a découvert que ce signal pouvait être observé partout, dans différentes zones du ciel. Et c'est comme ça qu'on a découvert que ce sont des pulsars. Donc simplement des étoiles à neutrons en rotation rapide. Donc ça, c'est le sujet principal de ma recherche. Je suis spécialisée là-dedans. Et voilà, petite question. Ça va être très compliqué de trouver une réponse, mais je suis curieuse d'entendre vos idées. À votre avis, si je prenais une cuillère à soupe d'étoiles à neutrons, vous pensez qu'elle pèse combien ? Alors, je suis ouverte à toutes idées. Ce que je vous ai dit, c'est comme les trous noirs, c'est des objets extrêmement compacts. Le trou noir, s'il fait la masse du Soleil, il fait 2 × 10 puissance 30 kg. Donc si on prend une cuillère d'une étoile à neutrons, sachant qu'on parle à peu près des mêmes ordres de grandeur, est-ce que vous avez des idées ? Oui. Non, il y a quelqu'un qui me pointe vers toi ? Non ? Pas d'idée ? N'hésite pas, tu peux me dire 1 gramme, il n'y a pas de souci, je te dirai pas que c'est à l'ouest. Hein. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a d'autres idées ? Oui ? Ok. Je vais vous donner la réponse. Hein. Ouais. Après, si ta cuillère elle est toute petite, ça marche aussi. Hein. Non ? Ok, très bien, je vais vous donner la réponse. Ça serait 175 milliards de tonnes. Donc évidemment, je n'attendais pas un chiffre précis. Donc en fait, c'est juste pour vous dire que pareil, les étoiles à neutrons sont peut-être des objets qu'on connaît un peu moins que les trous noirs, mais qui sont tout aussi extrêmes. Donc ça veut dire que si vous prenez une cuillère d'étoiles à neutrons, si vous aviez la chance d'en avoir une juste à côté, vous prenez une cuillère, dans votre cuillère, il y aurait l'équivalent du mont Everest dedans. C'est des objets qui sont tellement compacts que la matière, tous les atomes sont extrêmement proches les uns des autres, et tellement proches qu'en fait on n'est pas capable de décrire quel est l'état de la matière dans ces étoiles. Donc là j'ai fait un petit diagramme, c'est pas moi, c'est sur internet, un petit diagramme d'une étoile à neutrons.
où ici on voit les différentes couches que l'on imagine composent les étoiles à neutrons. Donc à l'extérieur, on a l'atmosphère, on a la croûte extérieure, la croûte intérieure, le cœur extérieur et le cœur intérieur. Donc là, on a quelques idées. Donc on pense que dans l'atmosphère, il y a de l'hydrogène, de l'hélium, du carbone, etc. Mais si vous regardez ici, dans le corps intérieur, unknown, on ne sait pas. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, si on prend une cuillère de ça et qu'on a le mont Everest dedans, c'est très très difficile de s'imaginer comment se comporte la matière dans un tel état. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas quel type, parce que l'hydrogène ne peut pas se comporter de telle manière au cœur d'une étoile à neutrons avec une telle densité. Donc on ne sait pas. Donc ça, c'est une autre question qui est aussi un important sujet de recherche pour les astrophysiciens. Et je me spécialise aussi pas mal dans ce domaine et j'essaie pareil d'apporter des contributions. Donc on peut faire des observations, on peut essayer d'apporter des éléments de réponse. Il y a certains chercheurs qui arrivent en sélectionnant des étoiles à neutrons spécifiques avec certaines propriétés qui sont un peu plus bizarres que d'autres. Ils arrivent parfois à donner quelques éléments de réponse, mais on n'en a toujours pas pour toutes les étoiles à neutrons. Voilà, donc là pareil, je ne rentre pas dans les détails, mais je vous ai montré plein de jolies animations, je vous ai montré plein de belles images, mais en fait, moi, ce avec quoi je travaille tous les jours, ça ressemble plus à ça, avec des vieux logiciels, on ne voit pas super bien, mais c'est des vieux logiciels qui ont été faits dans les années 80, je crois, qui n'ont pas trop évolué depuis, donc c'est assez brut. Pourquoi ? Parce que les instruments qu'on observe, ils ont été envoyés dans les années 80, 90, et donc du coup les logiciels à bord, par exemple la mémoire d'un des télescopes que j'utilise, même votre téléphone a beaucoup plus de mémoire que ce genre d'instrument. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu brut, mais donc du coup c'est des images typiques des choses que j'observe. Donc ici on a une étoile à neutrons en rayon X, et en fait ça c'est le détecteur, et ici au milieu c'est blanc parce qu'il y avait tellement de lumière, ça a saturé mon détecteur. Et voilà, et après, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais ça, c'est un spectre qui a été obtenu de cette image-là. Et ici, on peut voir plein d'éléments qu'on a pu observer, parce que comment on fait pour savoir quels sont les éléments qu'on observe dans l'univers ? En fonction de quelle forme a votre spectre, on peut déterminer. Ici, j'ai vu qu'il y avait de l'oxygène, ici qu'il y avait du néon, du magnésium, de l'argent, du fer. Il y a plein de choses qu'on peut voir, du calcium, etc. C'est comme ça en fait qu'on peut retrouver ça. Mais ça ressemble à ces choses-là, hein, donc c'est peut-être moins joli que tout ce que je vous ai montré avant, mais ça c'est les vraies données. Ok, et j'ai très brièvement mentionné les ondes gravitationnelles, donc là c'est pareil, c'est pour vous montrer un petit peu les simulations, donc on n'a jamais observé ça, hein. Tout ça c'est des images d'artistes. Donc je vous ai parlé des trous noirs et des étoiles à neutrons, mais qu'est-ce qui se passe si jamais ils fusionnent tous les uns avec les autres ? Ici on a deux trous noirs qui tournaient. On voit pas super bien, mais il y avait deux trous noirs qui tournaient l'un autour de l'autre. Et en fait, quand ils mergent tous les deux, ça devient un gros trou noir. Et en fait, ce genre d'événement extrêmement énergétique va créer des ondes gravitationnelles. Donc ça va déformer l'espace-temps. Bon, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très compliqué. Mais en fait, ça, c'est une autre information qu'on peut avoir de ces objets. Grâce à la déformation qu'ils vont créer dans l'espace-temps, on va pouvoir récupérer cette information et dire quelle était leur masse, par exemple, ou plein d'autres propriétés. Et ici, on a pareil, deux étoiles à neutrons qui tournent l'une autour de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe quand elles fusionnent ? C'est un peu plus extrême que ce qu'on voit pour les trous noirs. Bam, on voit une énorme explosion, gamma ray burst. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut observer aussi exactement. Et voilà, et tous ces objets, en fait, qu'est-ce qu'ils représentent ? Les étoiles à neutrons, les trous noirs, etc. C'est simplement la fin de vie des étoiles. Donc toutes les étoiles, notre Soleil y compris, vont un jour mourir parce qu'ils vont arriver à court de leur carburant. Notre Soleil brûle en continu du carburant pour pouvoir produire de l'énergie. Et au bout d'un moment, il arrive à court de carburant. Et c'est le cas pour toutes les étoiles. Donc tout le monde va mourir au bout d'un moment. Et notre Soleil, par exemple, il est à la moitié de sa vie, donc 4,5 milliards d'années, donc on a le temps avant qu'il meure. On sera mort d'autre chose d'ici là, forcément. Et quand les étoiles très massives, qui font environ 10 fois la masse du Soleil, même encore plus, quand ils explosent, quand ils meurent, peuvent parfois exploser et libérer d'énormes quantités d'énergie. C'est ce qu'on appelle les supernovas. Donc vous en avez peut-être entendu parler. Une supernova, c'est simplement une grosse étoile qui meurt. Et voilà ce que ça donne. Et tout ça, on peut l'observer aussi. Ces choses-là, ça s'observe dans différentes longueurs d'onde, notamment en rayon X. Et voilà, là, ici, on a une belle image et on peut tracer les éléments qui ont été émis par l'explosion de cette étoile. D'artistes, toujours. Alors, d'artistes, mais hop, ce moment-là, ici, on l'a observé, la nébuleuse du Crabe. C'est une très très belle observation des résidus d'une supernova.
parce qu'en fait c'est très très difficile d'observer une supernova en direct, parce que l'explosion dure quelques secondes, si je dis pas de bêtises, même moins que ça des fois, donc il faut vraiment pointer dans le ciel au bon moment pour la choper. Mais par contre, ce qu'on peut voir après, c'est les résidus de l'explosion. Et la nébuleuse du Crabe en fait partie, c'est des résidus d'une supernova. Donc ça, voilà, ce moment-là, cet œil, là, cette forme d'œil, ça c'est observable. Ça aussi. Il y a d'autres nébuleuses qui ont le même nom, pas le même nom justement, qu'on a observé et qu'on peut toujours observer. Et voilà. Et je vais conclure, on va dire, sur l'astrophysique avec cette image. Donc ici, on a le Soleil. Ici, un Soleil plus gros, on va dire, dans un autre stade de sa vie. Et là, des soleils un petit peu plus petits qui sont aussi à un autre stade de leur vie. Et les différentes fins de vie qui peuvent arriver en fonction de l'étoile que vous considérez. Donc par exemple, notre Soleil, comme il a une taille moyenne, on estime qu'en fin de vie, il va finir en naine blanche. Donc ça c'est pareil, c'est une autre fin de vie possible des étoiles. Donc il va passer par une phase de géante rouge et finir en naine blanche. Donc pas de grosses explosions, pas de trucs dramatiques pour le Soleil. Un peu triste, mais c'est comme ça. Par contre, voilà, si vous avez des étoiles beaucoup plus massives que le Soleil, énorme explosion et trou noir ou étoile à neutrons. Et puis là, il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Géante, une naine rouge, et elle s'éteint. Elle peut parfois donner une naine blanche. Et puis là, il ne se passe pas grand-chose. Tous les phénomènes ne sont pas forcément explosifs et dramatiques. Mais évidemment, les plus intéressants, voilà. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est toute cette branche ici. Pardon, oui. Oui. Oui, on n'existera plus, oui. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le Soleil, il va continuer à brûler du carburant, donc il grossit un petit peu. Bon, à l'échelle humaine, on ne va pas le remarquer, évidemment. Mais en fait, il va gonfler, et je crois, si je ne dis pas de bêtises, quand il va arriver à la fin de sa phase de géante rouge, il aura absorbé jusqu'à Jupiter, je crois. Donc nous, ça fera un moment qu'on sera passé à la casserole. Donc voilà, et après il va arriver à cette phase là, et après au fur et à mesure ces couches extérieures, les couches externes de la géante rouge vont s'évaporer, vont se relâcher dans le milieu interstellaire et vont laisser des résidus. Donc c'est ça, c'est ce qui va se passer, une nébuleuse planétaire, et en fait du gaz qui va être resté, ça va de nouveau former un nouveau système pas solaire, puisque le Soleil sera mort, mais ça va créer de nouvelles planètes. En fait c'est un recyclage en continu. Voilà, parce que le Soleil, pareil, avant, il y avait tout un nuage de gaz, ça a créé une étoile. L'étoile, après, il y a eu d'autres résidus qui sont venus, ça crée des planètes, etc. Et du coup, c'est un recyclage en permanence. Donc quand le Soleil mourra, il laissera la place à plein de gaz et plein d'autres choses qui pourront arriver par la suite. Donc, conclusion. Je suis peut-être allée un petit peu vite, hein, je crois qu'on... Ah non, ça va, parfait. Parfait, ben voilà, je conclus très rapidement pour la récré. Le métier de chercheur ou chercheuse, c'est un métier que l'on fait par passion et par curiosité, donc j'espère que vous l'avez compris par ma présentation. Qu'il y a encore peu de femmes, donc là c'est une petite pub pour toutes les jeunes femmes qui s'intéressent un petit peu à la recherche. Il n'y en a pas beaucoup, mais les temps changent. C'est un métier rigoureux qui demande beaucoup d'années d'études et qui est instable, donc ne faites pas ce métier en espérant avoir beaucoup d'argent et une vie très stable, c'est très compliqué. Il faut le faire vraiment par passion et par curiosité. Qu'il n'y a pas de parcours parfait, qu'il y a beaucoup de passerelles. Donc si jamais vous avez continué dans une direction et que vous souhaitez vous rediriger après, vous pouvez le faire. C'est l'avantage de ce parcours. Et voilà, j'ai principalement parlé de mes domaines qui m'intéressent, donc les trous noirs et les étoiles à neutrons, mais il y a plein d'autres choses à faire. Sur les planètes, par exemple, il y a plein d'autres choses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, après la récré, j'imagine. Et voilà, donc ça sera tout pour moi.